Pour cet après-midi, donc on l'amorce avec une table ronde qu'on vous propose pour... là, on reste focus sur le sujet des troubles du neurodéveloppement. Donc, autre prise de vue par rapport à ce que vous avez pu vivre ce matin. On vous propose d'écouter, mais on laissera un temps aussi pour les questions. Donc, n'hésitez pas à vous garder... si vous avez des questionnements, on prendra le temps aussi d'essayer d'y répondre. On va faire un tour de canapé. Pour que nos intervenants puissent se présenter les uns les autres et que mon co-animateur de canapé se présente aussi. C'est moi j'ouvre le bal. Du coup, je m'appelle Maxime Bourgocolin. Je suis de formation psychologue du travail et intervenant du coup pour la ressource handicap formation. Vous êtes sûr ? Non, d'accord. Carole Lacaze, je suis présidente de Tu sais tout, un organisme de formation, et je suis également formatrice. Et je suis là, je dis pourquoi ? Ah oui, pour avoir un TSA. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Célia Da Silva et je suis alors aujourd'hui ici pour représenter l'association D-School, qui est une association saint-quentinoise, donc pas très loin finalement de votre territoire. Et j'ai d'autres casquettes, j'ai un bureau en ville pour accompagner des élèves du primaire jusqu'aux études supérieures qui ont des singularités, qui sont des profils particuliers. Et puis par ailleurs, j'ai également un poste à l'Éducation nationale où je suis formatrice à l'éducation prioritaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle David Delfoli, je suis enseignant-chercheur à Sciences Po Lille et je suis également chargé de mission inclusion pour l'établissement. Donc j'interviens à la fois en interne dans l'école avec un dispositif dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis je fais des formations aussi pour des collègues enseignants ou des personnels de scolarité dans l'enseignement supérieur. Voilà. Bonjour, vous m'entendez ? Alors j'ai peur que mon introduction soit un peu plus longue, donc n'hésitez pas à... Ouais. Alors, bonjour, je m'appelle Eliade Biller, j'ai 28 ans, j'ai été diagnostiqué avec un trouble du spectre autistique dyspraxique et porteur d'un trouble de l'attention avec signe d'hyperactivité et d'inattention il y a 6 ans. J'avais 22 ans à cet âge-là. Aujourd'hui, je viens en tant qu'expérience sur le trouble du spectre autistique. Alors, ce qui mérite d'être précisé, c'est qu'aujourd'hui, je suis en 2e année d'éducateur spécialisé à l'ESTS, l'École européenne supérieure du travail social. D'ailleurs, je suis en recherche de stage pour mon stage 3 qui dure 9 mois. Il faudrait que ce stage se fasse dans l'inclusion. Donc, je me disais que c'était le bon moment pour me faire de la pub. Donc, voilà. Je vais rapidement. En gros, sachez que je suis plus sous traitement depuis un moment. Bon, après un petit Xanax de temps en temps de manière exceptionnelle, ça fait du bien. La plupart de mes symptômes sont compensés. Après, bon, je sais pas si on redéveloppera après. Je peux peut-être m'arrêter là et après je peux. De toute façon, c'était la question princeps, la question qui nous est venue assez vite en tête finalement au préparatif de cette table ronde. C'est la suivante, c'est finalement quand est-ce que, qui est une question du coup pour vous deux, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte du coup de cette particularité ? Alors, on ne s'en rend pas compte nous-mêmes. Moi, j'ai toujours été un peu... Enfin, les autres me trouvaient un peu folle. C'est leur terme, hein, pas les miens. Un peu folle, un peu différente, un peu avec un humour et peut-être un peu trop directive, un peu trop cash, un peu aussi un peu psychorigide sur certains. Alors, ils disent je suis pas psychorigide. C'est que je supporte pas qu'on ne tienne pas ses engagements et dans le temps. Quand on met une deadline, ça y est, là, je vais partir en live. Mais en gros, c'est ça. Et puis, des grosses crises d'angoisse, j'aime pas qu'on change certaines choses. Enfin bref, il y a des choses. Bref, on a tendance aussi, alors les filles et les garçons, on est un peu différents là-dessus, mais pour le coup, on a tendance à faire de grosses crises d'angoisse, quitte à faire même des petites dépressions, enfin des périodes un peu vraiment intenses. Et donc là, j'ai été consultée, tout simplement. Je suis allée voir neurologue, psychiatre et autres.
Et on a décidé de mettre ça en place, enfin, tout un processus qui est un peu compliqué, un peu long quand même. Et il en est sorti que j'avais un TSA et je me suis dit, bon, enfin, voilà, je mets un nom sur ma particularité. Donc j'essaye de l'expliquer, mais les gens me disent, mais non, t'es con quand même. Voilà, c'est ça en gros, d'accord. Mais en fait, en gros, ça m'a permis de dire, ben, ok, je suis pas bizarre, hein. Ça s'explique. Mais ça m'aide maintenant parce que je comprends certaines, enfin, les gens qui me côtoient, je leur donne une réponse et maintenant ils arrivent à compenser avec moi, quoi. Mais il y a des choses que, enfin bref, il faut nous arrêter tout de suite parce qu'on ne sait pas nous arrêter. Ça a amené de la clarté finalement. Ce diagnostic, il a apporté quelque part de la clarté pour vous. Pour les autres surtout, parce qu'en fin de compte, moi, je me dis bon, bah, je dois changer, hein, je suis la même, mais concrètement. Non, mais ça explique certaines choses quand même, notamment les grosses crises d'angoisse et et mon rapport avec les autres aussi qui est difficile. Ok. Elliot, j'ai finalement la même question pour toi du coup. D'accord. Avant de répondre à cette question, je vais repréciser un petit truc. Donc actuellement, la plupart de mes symptômes sont compensés aujourd'hui. Alors ça a été un travail de longue haleine, je vous le fais pas dire. Aujourd'hui, il me reste quelques tics de vérification. Il m'arrive de trépigner des jambes lorsque je suis en réunion. En termes d'habilité sociale, je comprends mes émotions, celles des autres aussi, mais j'ai parfois du mal à contrôler ou à anticiper ce que je vais renvoyer aux autres. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vois que ça te fait sourire, on me renvoyait parfois que mes comportements étaient jugés inadaptés ou inappropriés. C'est pour cette raison que je suis toujours suivi par un neuropsychologue et parfois un psychiatre quand c'est nécessaire à l'établissement de santé mentale de la MGN. Alors, ce que je disais tout à l'heure, je suis plus sous traitement depuis un moment. J'y suis progressivement arrivé avec l'aide de mon psychiatre. Bon, après, hein, voilà, l'anxiolytique de temps en temps, pourquoi pas. Mais il y a une période où j'étais vraiment sous anxiolytique, sous antidépresseur. Ça n'a vraiment pas été évident. Et pour répondre à la question, quand est-ce que je me suis aperçu de ma particularité ou de ma différence, jusqu'au début du collège, c'est-à-dire vers la 6e, j'en avais strictement rien à faire des autres. Je tournais en rond dans la cour de récréation, la tête baissée, plongée dans mes pensées. J'étais complètement en retrait dans mon monde intérieur. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, ça serait pas mal d'avoir des potes en fait, et de faire des choses avec les autres. Et à ce moment-là, la dure réalité m'a rattrapé. Je me suis rendu compte de tout le retard que j'avais accumulé d'un point de vue interaction sociale. À partir du moment où j'ai eu cette révélation, j'ai essayé de tout mettre tout ce qui était à mon pouvoir pour m'intégrer. Donc ça prenait des proportions énormes. Je me posais des questions en permanence, avec qui je dois manger le midi, avec quel groupe j'ai plus de chance de m'intégrer, comment je vais arriver à inviter quelqu'un chez moi ou me faire inviter chez quelqu'un. Et des fois, il y a même des choses beaucoup plus pratiques. C'est-à-dire que moi, j'ai mis du temps à savoir comment rire ou même comment courir. Parce qu'avant, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. C'était naturel pour certains. Mais même sourire, moi, j'ai dû travailler mon sourire. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une anecdote. J'ai dit à ma mère, mais attends, je dois sourire pour la photo des classes, mais je dois sourire comment ? Monte tes dents, ok. Bon, et je me suis fait éclater la tronche par la classe parce que j'avais gâché la photo des classes, mais il a fallu que je travaille mon sourire devant le miroir, il a fallu que je travaille mon rire pour que ça fasse pas taré, quoi, en fait. Donc, en tout cas, il y a aussi, à l'époque, je fonctionnais beaucoup avec le dicton « ne pas prévoir, c'est déjà gémir », mais essayer de tout prévoir, c'était extrêmement stressant et le moindre échec me provoquait beaucoup de culpabilité. Et enfin, le harcèlement que j'ai subi au niveau scolaire m'a aussi rappelé que j'étais différent des autres. Finalement, ce que j'entends quelque part, c'est que c'est beaucoup quand même l'entourage qui vous renvoie en fait finalement cette image de différence qui vous a amené en fait à re-questionner et à aller chercher ce diagnostic, quoi, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça remonte déjà à l'enfance. On se pose des questions. Tu l'as dit, on est parfois mis de côté. On ne comprend pas aussi la façon dont les autres interagissent. Moi, même à l'âge adulte, j'ai acheté, peut-être certains l'ont déjà acheté, comment se faire des amis, soit moi, pour ma part, soit je parle trop et j'arrête plus et on doit se dire, mais elle est chiante, quoi, en fait. Je m'en aperçois pas. Soit je parle pas et là, du coup, j'ai une tête vraiment impassible et tout et on se dit, mais elle est vraiment pas sympa.
Et du coup, le juste milieu, on apprend à communiquer. Tu l'as dit très bien, on va apprendre à sourire. Moi, j'ai compris, jeune, par exemple, que tout le monde me tapait et tout, et qu'à partir du moment où j'ai commencé à blaguer, et ben en fait, les gens venaient vers moi. Et donc, avec le temps, je me suis aperçue que tout ce que j'étais, c'était que pour rire et tout. Mais en fait, je comprenais que c'était ma façon d'interagir avec les gens. Mais j'ai toujours un humour particulier. Et les gens me disaient, mais il n'y a que du Carole pour faire ça, que du Carole. Mais en fait, ça mène quand même beaucoup de souffrance. Parce qu'on comprend pas les gens. Enfin, moi, je les comprends pas toujours. On comprend pas le premier degré, je le comprends pas. Pourtant, on est premier degré. Et on comprend pas certaines nuances. Et c'est les gens qui nous disent, mais tu prends tout à cœur, tu fais enfin voilà. Et on est en souffrance. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Et puis, je vous dis, moi, c'est plus une dépression, un moment dépressif qui m'a fait dire, bah ok, il y a quelque chose, quoi. Mais je suis contente d'être ce que je suis maintenant. Et je me tais. Du coup, la question du diagnostic, est-ce que ça a été globalement aidant ou est-ce que ça a juste mis un mot sur ce qui vous était renvoyé par les autres? Bon, là, du coup, c'est pas une question que j'ai préparée, donc ça va être impro. Désolée. Non, pas de souci. Au contraire, maintenant, je suis étudiant éducateur spécialisé, hein, je m'adapte. Mais effectivement, pour moi, le diagnostic, ça a été un soulagement. Franchement, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je fais des efforts, j'essaie vraiment de faire tout ce que je peux et j'y arrive pas, mais je comprenais rien, quoi. Et à un moment donné, quand j'ai eu, c'est débile, mais j'ai eu énormément de chance. À un moment donné, vous savez, c'est j'avais vu quelques professionnels. Dans ma vie, mais la personne qui m'a permis, qui a mis la puce à l'oreille sur le diagnostic, c'est un jour, mon père il s'est fait un pote, je crois que c'était au badminton, il était médecin généraliste, il a mangé chez nous, il a passé un midi avec moi. Il a demandé à voir mon père, il m'a fait, je crois que ton fils il est autiste. et du coup, mais ça arrivait mais vachement tard, et mon père il a fait des recherches, il m'en a parlé. Donc on a fait... bon, après, il y a la partie entretien, mais je vous donne pas tout le contexte. Mais le jour, on m'a dit, vous avez un trouble du spectre autistique. Mais j'ai dit, mais enfin, je vais avoir des réponses à mes questions. Parce que maintenant qu'on a clairement identifié c'est quoi le problème, eh ben, je vais pouvoir me travailler dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, dès que le diagnostic est tombé, mais je me suis dit, je vais retrouver un moyen d'agir sur ma condition. Donc j'ai commencé à voir des neuropsychologues, psychiatres, psychologues, psychomotriciens. Enfin, et ça va beaucoup mieux, quoi. Enfin, si vous m'aviez connu il y a 15 ans, et là vous me connaissez maintenant, ça n'a rien à voir. Donc oui, pour moi. Alors après, on a eu parce que moi je viens du Centre lillois de réadaptation professionnelle et du passeport professionnel Asperger, donc j'ai dialogué avec pas mal de personnes avec un TSA, et donc du coup il y a deux façons de le voir. Il y en a qui le prennent comme un soulagement, et il y en a qui se disent, moi on m'a mis dans une case. Et du coup, alors cette case est à double tranchant, c'est-à-dire que ça permet de comprendre certaines choses et d'être mis en relation avec des gens qui nous ressemblent. Mais le souci, c'est que des fois, il y a des raccourcis qui sont faits, et effectivement, j'aurai l'occasion d'en parler quand on va s'insérer dans le monde professionnel. Quand on est mis dans une case, c'est compliqué. Mais voilà, donc double tranchant, le coup de la case et du diagnostic. Je m'appelle la case. En fait, ouais, moi, ça m'a soulagée, mais ça n'a pas résolu mes problèmes de communication. Par contre, j'ai choisi un métier de communicant. J'ai choisi un métier où vraiment je suis avec les gens, j'apprends aux gens, je suis heureuse de faire ce que je fais. J'ai beaucoup lu sur la psychologie, sur l'être humain, sur les neurosciences cognitives, ce genre de choses, pour essayer de comprendre ce que moi je ne maîtrisais pas, d'essayer de comprendre la nuance. J'essaye d'être moins, on va dire, direct dans mes propos, mais c'est compliqué. Et parfois, je blesse encore des gens. Je n'ai toujours pas compris, quand on nous demandait d'être honnête et qu'on l'était, des réactions hyper négatives non face. Enfin, je ne comprends pas, toujours pas.
Voilà, c'est vraiment le truc. Et moi, ça m'a fait du bien. Après, quand du coup j'en ai parlé à certains de mes collaborateurs, ils m'ont dit « Ah, mais c'est bon, tu l'es pas. » Et en plus, comme je suis une femme et qu'on a un peu de différence à ce niveau, bah souvent on va me dire « Tu l'es pas. Ah, t'es pas. Ouais, bah si t'es. Alors, ah, mais t'es autiste. » Alors, je suis pas autiste. Enfin, j'ai un trouble du spectre autistique. Et je dis oui. Ils vont me dire « Ah, mais moi aussi, hein, j'aime pas quand les gens me touchent, enfin des trucs. » Et en gros, j'ai l'impression qu'on me vole même ça. Je me dis, mais c'est dingue, quoi. Laissez-moi, oui, si, je suis assez différente là-dessus. Oui, je ne supporte pas quand tu me touches. Oui, je ne supporte pas quand tu arrives à 9h01 alors qu'il est 9h précise qu'on avait décidé. Oui, je ne supporte pas que tu me dises, oui, on voit ça la semaine prochaine, dis-moi le jour et l'heure. Oui, je supporte, enfin voilà, il y a des choses que je ne supporte pas et que j'essaye de supporter. Mais je peux me mettre encore en transe carrément, voire même à l'hôpital. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps de faire une crise d'angoisse tellement énorme qu'il a fallu faire venir les urgences. Je ne faisais pas une crise cardiaque, mais une crise d'angoisse. C'est pour vous dire que ça peut me mettre dans des états intenses. Tout à l'heure, on a fait le truc. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait, mais c'est x10, quoi. C'est, voilà. Donc, ouais. Ça répond à... ouais, je vais arrêter de parler parce que nous, quand on est lancé... Je vais juste faire une toute petite parenthèse, après on va laisser le micro par là. Mais s'il y a bien une chose qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui, c'est que l'autisme chez les hommes et l'autisme chez les femmes, c'est très différent. Pourquoi ? Parce que déjà, on est dans une société où on ne demande pas la même chose aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire qu'aux hommes, on leur demande de se mettre en avant, de prendre de la place, de prendre de la parole, de montrer qu'on est fort. Et malheureusement, la société patriarcale dans laquelle nous vivons force les femmes à se faire discrètes, à prendre en silence. Donc du coup, on a remarqué que, corrigez-moi si je me trompe ou si je dis des bêtises, mais que les personnes... que les femmes avec un TSA ont beaucoup plus entre guillemets ou un peu plus de facilité à s'adapter que les garçons. Enfin, les garçons, on voit beaucoup plus, enfin, ils ressortent un peu plus du lot, ce qui fait que pendant très longtemps, les professionnels de santé ont pensé que l'autisme ça touchait que les garçons. D'ailleurs, pendant longtemps, la couleur de l'autisme c'était le bleu parce qu'on pensait que c'était que les garçons qui étaient touchés, alors qu'en fait non, il y a aussi de l'autisme chez les femmes, sauf que ça se voit moins parce qu'elles s'adaptent plus, parce qu'il est différent, etc. Mais je crois que l'autisme chez les hommes et les femmes, il est pratiquement égal. C'est juste qu'il se diagnostique un peu plus facilement chez les garçons que chez les femmes. Mais tombez pas dans le piège. Voilà. Oui, c'est mieux. Rebondir sur ce que disait Elliot quant à la case. Quand les familles viennent et qu'ils peuvent avoir un diagnostic qu'ils n'ont pas forcément compris ou en tout cas être en mesure d'avoir entendu, parce que parfois c'est quand même difficile et lourd pour les parents, moi je leur dis c'est une étiquette. C'est comme quand on achète un vêtement. C'est-à-dire que quand on achète un nouveau vêtement, on a besoin de savoir comment on va laver ce vêtement, comment on va l'entretenir, ce dont il a besoin. Mais une fois qu'on a compris comment on faisait, l'étiquette, on ne va plus la regarder, on ne va pas se la coller. C'est vraiment de donner un code qui permet de comprendre un mode de fonctionnement. Une fois qu'on a compris ce mode de fonctionnement, on ne va pas aller le regarder tous les jours. Mais ça permet d'avoir des pistes et ça permet d'avoir un axe aussi de compréhension et puis d'action. Parce que quand les enfants... Alors, Elliot, c'était plus tard, mais c'est vrai que quand ils sont plus jeunes, les parents arrivant à l'association se demandent aussi finalement, mais qu'est-ce qu'il va faire, mon enfant ? Comment est-ce qu'il va s'en sortir dans la vie ? Donc, des exemples comme Elliot, comme Carole, et il y en a bien d'autres. Oui, c'est possible, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix, parce que je pense que vous avez dû être accompagné par vos parents, d'une certaine façon, et que effectivement, sur le chemin, il y a eu des adultes. Il y a eu des adultes qui ont changé leur regard, qui n'ont pas forcément compris tout de suite, mais qui ont changé leur regard, qui ont accepté de décaler effectivement leur vision, d'être dans une observation de ce mode de fonctionnement qui est différent et qui petit à petit ont essayé de comprendre. Et nous, à l'association, on a on va dire une phrase qu'on va dire et qu'on donne en slogan, c'est comprendre, c'est déjà agir. Parce que quand on comprend, eh bien, ça donne effectivement une autre perspective. Et à partir de là,
eh bien, on peut mettre des éléments en place, on peut avoir un autre regard et avoir un futur qui peut se dessiner. Parce que sinon, c'est quand même bien difficile. Et puis, vous comprenez tous les deux votre trouble, mais moi, dans un autre cadre, j'accompagne des jeunes, comme je vous le disais, du primaire jusqu'aux études supérieures. Eh bien, même en études supérieures, et peut-être qu'à côté, mon collègue en parlera également, ils ne comprennent pas forcément complètement leurs troubles. Ils savent que c'est difficile de lire quand on a une dyslexie. Forcément, il va y avoir une dysorthographie avec. Le trouble de l'attention, ils vont penser que bah oui, ils ne savent pas se concentrer et puis qu'ils vont bouger un peu partout pour les garçons. Et là, de la même façon pour les garçons, alors que pour les filles, elles sont plutôt rêveuses, elles sont dans un coin et puis on va les reconnaître un petit peu plus tardivement. Et même parfois plus douloureusement parce que j'ai un exemple d'une jeune fille que j'ai accompagnée qui avait eu son bac avec mention très bien, qui corrigeait le prof de maths, qui avait un double cursus à bi-bac, donc ça veut dire qu'elle avait un bac en langue étrangère aussi, et qui vient ici dans le Nord sur un lycée déjà bien classé, dirons-nous, et qui fait une prépa physique-chimie. Elle se retrouve dernière de promo. Vous imaginez à 18 ans, quand effectivement tout a été facile dans un cursus et qu'à un moment donné, on excelle et que là, on se retrouve dernière de promo, ça a été particulièrement douloureux. C'est la personne qui est atteinte, ce n'est pas juste l'élève. Donc, elle n'a pas compris pourquoi ça avait bien fonctionné jusque-là et que là, alors qu'elle avait eu son bac avec mention très bien et que tout allait dans le meilleur des mondes, tout allait bien, et bien là, tout s'effondre. Après, effectivement, des bilans, elle a un trouble de l'attention, elle est dysexécutive, donc ça veut dire qu'avec une charge de travail, l'organisation, la planification, l'anticipation, le tri d'informations, c'était trop pour elle. Et cette jeune fille, elle s'est accrochée, on a travaillé ensemble, et pourtant je disais, oh là là, mon Dieu, quel cursus, est-ce que c'est le bon pour elle ? Et moi je lui ai pas dit, est-ce que c'est le bon pour toi ? Elle me disait, quand à la fin de la 2e année, elle a passé les concours, elle n'a pas eu de concours. Elle me disait, Célia, je peux revenir vous voir ? Oui, on fait le point. Ok, on fait le point. Qu'est-ce qui est bon pour toi ? Qu'est-ce qui est moins bon pour toi ? Mais simplement, là où tu es plus à l'aise et là où c'est plus complexe pour toi. Qu'est-ce qui te porte et qu'est-ce qui est douloureux et angoissant ? Juste de faire ça déjà, même si son cursus l'amenait dans ses plus, aller vers la Sorbonne parce qu'elle était acceptée à la Sorbonne, elle a choisi de cuber. Elle a choisi de cuber, elle a continué, elle est venue me voir de temps en temps, elle a eu son concours. Elle a eu un concours et aujourd'hui, elle est dans une école d'ingénieur et celle qu'elle voulait. Donc tous ces élèves qui effectivement peuvent paraître soit excellés, qui finalement à un moment donné trébuchent et on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il y a-t-il effectivement des troubles qu'ils ont compensés jusqu'à un certain point et que là, ils ne sont plus en mesure de compenser. Et puis d'autres qui ont eu des diagnostics plus tôt et qui peinent. Mathieu, par exemple, que j'ai accompagné de la seconde jusqu'aux études supérieures. Aujourd'hui, il travaille dans une société, il a un bac+3 en informatique et il travaille dans les systèmes informatiques au niveau des réseaux. Et Mathieu, quand il est arrivé au sein de l'association, ses parents, l'image qu'ils en avaient et les enseignants, c'est qu'il était feignant, qu'il ne faisait pas d'efforts, qu'il n'était pas motivé, de toute façon, il n'y arriverait pas. Lui, il n'avait qu'une envie, c'était de travailler dans l'informatique. À l'école, on lui disait, tu vas faire chaudronnier. Lui, c'est absolument pas ce qu'il voulait faire. Donc, ses parents l'ont accompagné. Je l'ai accompagné scolairement pour aller comprendre en fait ce qui était aidant pour lui et ce qui l'était moins, et de comprendre cognitivement comment ça se passait dans sa tête, parce qu'il avait une dyspraxie et une dyscalculie. Donc ça, c'était particulièrement handicapant malgré tout, parce qu'ils sont très souvent en double tâche tout au long de la journée, même s'il avait l'outil informatique. Donc en seconde, les résultats étaient très très moyens, juste limite. En première, c'était encore un peu limite. Mais arrivé à la fin de l'année, il y a eu un bac blanc. Et là, dans les matières plus techniques, il a complètement explosé les choses parce qu'il était motivé. Et donc, ça a compensé. Là, c'était une question de stratégie. De toute façon, il avait beau travailler, il avait 600 maths. Donc, ça, c'est tout. Mais à côté, dans les matières techniques, il avait 17, 18. Donc, ça a compensé. Donc, il y avait vraiment une question aussi de stratégie. Il a eu son bac.
il a fait un BTS en alternance, il a fait une 3e année en alternance, et aujourd'hui, c'est un professionnel sur lequel on peut compter. Donc, ils sont vraiment courageux, mais vraiment. Alors, quand j'entends dire mes collègues en formation que ils ne sont pas courageux, ils ne sont pas motivés, ils ne vont pas y arriver, ben non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et puis, quand on a un trouble de l'attention, c'est encore un petit peu plus compliqué parce que c'est quand même neurochimique. Donc, il y a d'autres éléments que simplement le cognitif qui rentre en jeu. Donc, ce n'est pas si simple. Et forcément, toutes ces particularités vont venir teinter l'individu que chacun va exprimer. Donc, peut-être que mon collègue pourra parler de son expérience pour ses étudiants. Alors, s'agissant de l'expérience, oui, on fait les mêmes constats. Alors, moi, je précise, donc j'enseigne à Sciences Po Lille, donc dans une école qui est particulièrement sélective, et on a un nombre très important d'étudiants qui ont des profils neurodivergents, pour faire simple. Très souvent, je confirme, ils arrivent chez nous sans savoir qu'ils ont ce type de troubles, de difficultés, parce que c'est généralement, quand ils arrivent chez nous, en fait, c'est généralement des anciens bons élèves qui avaient des surcapacités sur plein de domaines et qui, du coup, ont une particularité dans les apprentissages qu'on appelle des capacités d'apprentissage implicite très élevées. C'est-à-dire qu'en gros, leur cerveau fait à peu près lui-même le travail sans qu'ils aient besoin nécessairement de faire des efforts pour apprendre. Et le schéma est un peu toujours le même. Alors, quand l'expression symptomatique est très sévère, ils ont souvent été diagnostiqués plus jeunes. Donc, ils arrivent chez nous en ayant déjà un diagnostic, mais c'est une infime minorité. En fait, la plupart, l'expression de la difficulté arrive quand ils sont chez nous. Alors, pour un truc très simple, c'est que tant qu'ils étaient au lycée, en fait, ils compensaient eux-mêmes avec leur capacité d'apprentissage implicite. Et puis, au lycée, l'organisation est faite de telle sorte que la contrainte dans la pour les stratégies de mise en œuvre, en gros, ils sont... je fais vite, mais en gros, ils sont dans un cadre qui est suffisamment contraignant pour que quand il y a des choses à faire, le travail soit prescrit et l'organisation soit suffisamment prescrite pour qu'ils arrivent à faire. Ils ne sont pas confrontés à ce qu'on appelle, qui est leur principal problème, difficulté sévère de mise en œuvre. C'est le terme un peu technique, où en gros, quand ils ont une tâche à planifier, organiser, anticiper, et surtout faire un effort particulier que leur cerveau n'a pas l'habitude de faire pour pouvoir apprendre ou accéder à un travail, par exemple, qui demande du temps à faire. Au lycée, il n'y a pas beaucoup ce genre de configuration. Souvent, ils passent par une classe prépa, où là, pareil, le principe de la classe prépa, c'est qu'on vous débranche votre cerveau, tout est prescrit, tout est organisé, on ne vous laisse pas de marge. Donc, en fait, généralement, en prépa, ça se passe plutôt bien, même si des fois, c'est dans la douleur, mais ça se passe globalement plutôt bien. Là où ça devient difficile et qu'il y avait des signes avant-coureurs, c'est que les gens qui ont des... j'aime pas moi mettre trop les gens dans les cases ou mettre des étiquettes, au risque de naturaliser le handicap, mais pour schématiser un peu, souvent il y a quelques signes avant-coureurs. Ma collègue parlait tout à l'heure de phase dépressive. C'est souvent ce qu'on remarque, parce que souvent il y a une difficulté à gérer les émotions qui, à un âge qui est toujours particulier, au lycée, en première ou en terminale, amène parfois à des épisodes dépressifs ou des difficultés de type anxiété sociale qui parfois peut montrer des signes avant-coureurs. Mais en gros, quand ils arrivent chez nous, ils n'ont pas vraiment de conscience que leur modalité d'apprentissage et leur mode de fonctionnement dans les apprentissages sont différents. Et puis, en 15 jours, ils sont en décrochage scolaire. Donc, c'est des gens qui ont toujours été très bons à l'école. Et confrontés à l'organisation des études chez nous, ils sont totalement perdus. Alors pourquoi ? C'est que quand on bascule dans les études supérieures, l'apprentissage implicite ne suffit plus. Parce que justement, ma collègue le disait, il faut planifier, organiser, exécuter. Et ces difficultés sévères de mise en œuvre, elles s'expriment alors plus ou moins fortement, mais elles mettent en difficulté rapidement dès le début de la scolarité. Et puis il y a aussi la question qui est une question qui est très connectée. En fait, il y a une statistique qui est sortie il y a quelques temps. Je travaille, tu parlais de la MGEN tout à l'heure. Je travaille avec des médecins de la MGEN qui travaillent en santé mentale. Et une collègue psychiatre m'expliquait que justement, il y avait une étude qui avait été faite l'année dernière ou il y a 2 ans, qui avait montré que près de la moitié des troubles anxieux-dépressifs chez les moins de 25 ans étaient liés à un trouble cognitif non diagnostiqué ou mal pris en charge. Et donc c'est juste considérable en fait. Donc c'est souvent un effet associé.
Et souvent, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'on avait parfois chez nous des étudiants qui étaient passés par la case psychiatre, médecine, qui avaient été diagnostiqués pour un épisode dépressif. Et en fait, quand moi je les rencontre pour regarder comment on fait dans l'expression de la difficulté dans le cadre des études, on se rend compte en fait que ça vient d'un trouble neurodéveloppemental qui a été mal diagnostiqué ou pas du tout diagnostiqué et qui par effet induit a amené de l'anxiété sociale, de la difficulté, parce qu'il faut comprendre qu'on est à un âge où notre identité professionnelle, quand on est plus vieux, elle se fait dans le cadre du travail. Quand on a cet âge-là, où on sait déjà que c'est un âge perturbé, la chimie du cerveau est encore un peu flottante au niveau des hormones, au niveau de plein de choses. Donc c'est des âges où l'humeur peut être très fluctuante. Et en plus, leur travail à eux à cet âge-là, leur identité professionnelle, leur estime de soi, elle est beaucoup liée au cadre des études. Et quand on a toujours été très bon à l'école et qu'on se retrouve très rapidement dans une situation d'échec où on voit les autres y arriver et que soi-même on n'y arrive plus et qu'on ne comprend pas surtout pourquoi, ça peut vite chuter au niveau du moral et au niveau enfin, sur la question de l'anxiété et ce genre de choses. Donc c'est très très important d'avoir déjà des gens bien formés dans le milieu éducatif. Alors chez les enfants c'est de mieux en mieux parce que les professeurs des écoles sont mieux sensibilisés, il y a tout un environnement qui commence, même si c'est loin d'être parfait, mais qui fonctionne déjà un peu mieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit dans les chiffres, hein, les gens qui passent le bac avec des aménagements de scolarité, notamment pour des troubles cognitifs, sont en hausse continue. Moi par exemple quand j'ai passé le bac, moi je suis de Cambrai, j'étais dans un grand lycée à Cambrai, quand j'ai passé le bac, moi il y avait zéro de mes copains ou de mes camarades qui avaient des aménagements de scolarité. Aujourd'hui, selon les lycées, c'est entre 5, 6 et 12% des élèves qui passent le baccalauréat avec des aménagements de scolarité. Donc on a quand même fait des progrès. Mais dans l'enseignement supérieur, ça reste compliqué, parce que quand ils sont passés à travers les gouttes, pour le dire comme ça, au fur et à mesure de la scolarité, dans le supérieur, c'est beaucoup plus difficile de poser un diagnostic, parce que l'expression symptomatique, du coup, elle envoie souvent vers des troubles de type psy. Et puis il y a une autre chose sur laquelle je voudrais insister, après avoir posé ce constat, qui était un des messages que j'avais envie de partager avec vous, qui êtes des professionnels de la formation, c'est que là on est dans le cadre du champ du handicap, mais c'est pour le coup, sans faire de différence ou de hiérarchie entre les types de handicap, les troubles neurodéveloppementaux, ils ont cette particularité-là qu'ils ne se compensent pas dans le domaine de la formation comme on pourrait compenser d'autres types de handicap. Jusqu'ici, le modèle un peu que beaucoup de gens ont dans l'esprit, c'est vous aviez quelqu'un en fauteuil roulant, l'école est inaccessible, donc on fait des rampes, on aménage les salles, on compense techniquement le handicap à l'extérieur de la salle de cours, si je peux m'exprimer ainsi. Et on a une idée une fois qu'on aménage les bâtiments, on peut avoir une amélioration sur le plan éducatif. On rend accessible, c'est-à-dire tout ce vocabulaire du handicap, compensation, accessibilité, on rend accessible l'enseignement. Pareil, quelqu'un qui est déficient auditif, on met des boucles magnétiques. Quelqu'un qui est déficient visuel, on peut mettre les sujets en braille, on édite. Donc tout ça, c'est des dispositifs techniques. Ce qui est incroyablement intéressant, mais en même temps un vrai défi avec les troubles neurodéveloppement, c'est qu'on la majorité des difficultés ne se compensent pas par des dispositifs techniques. Alors, à la marge, si vous avez des difficultés de lecture, vous utilisez une synthèse vocale qui est liée à votre place, mais c'est marginal dans le champ de la compensation. L'essentiel, si on veut garder ce vocabulaire de la compensation, se fait sur les modalités de transmission des savoirs, les modalités d'organisation des séquences de formation, dans l'évaluation. Et en fait, on est sur un champ qui est celui de l'innovation pédagogique. Et en fait, c'est un des slogans de la GFIP qui dit tout le temps que, en gros, le handicap est un levier d'innovation et de transformation. Alors, pour notre domaine, qui est celui de la formation, et je nous inclus tous dedans, les troubles cognitifs, de manière générale, sont un véritable levier d'innovation pour notre secteur, parce qu'à partir des difficultés qui s'expriment pour des gens qui ont des troubles cognitifs, on peut améliorer nos manières d'enseigner, nos manières de transmettre, nos manières d'évoluer. Je vais juste vous donner 2 exemples très, très, très simples. La question de l'organisation de la charge de travail, de séquencer le travail, d'éviter de mettre des gens en double tâche.
Tout ça, ça passe sur une manière de revoir à la fois comment sont organisés les cycles de formation. Je ne parle pas de cours, hein, là, je parle de cycle de formation. Et puis sur la question de la double tâche, de quel dispositif pédagogique on met en place pour éviter de mettre des gens en double tâche. Nous, par exemple, à Sciences Po Lille, on a une grosse action justement pour essayer de transformer les manières de faire cours, d'utiliser d'autres outils, éviter dans les séquences de cours que les étudiants aient trop à écrire, par exemple, pour éviter qu'ils soient en double tâche, avec des modalités de pédagogie très inclusives sur la manière de penser l'enseignement, la manière de transmettre. Pareil pour les évaluations. On peut transformer des choses pour éviter de créer ce qui est terrible en situation d'apprentissage, c'est du stress ou de l'anxiété à se confronter à une situation d'apprentissage, parce que les études, ce n'est pas de la souffrance. Et quand on part déjà de ce principe que apprendre, c'est pas, on ne fait pas rentrer des ronds dans des cases, quoi. Donc cette espèce de truc qui s'est développé qu'il fallait faire des efforts et souffrir pour arriver à décrocher un diplôme, à réussir une formation, c'est quelque chose, une espèce comment ça s'appelle, de poncif contre lequel il faut lutter. Faire des efforts, oui, tout le monde a à en faire. Quand ils deviennent de la souffrance, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et dans ces cas-là, il faut arriver à se remettre en cause. Nos institutions sont encore trop souvent maltraitantes. Et ça vient de notre responsabilité, justement, dans des sociétés qui se veulent plus inclusives. Tout le monde est comptable aujourd'hui de différences. Et il revient de la responsabilité de ceux qui sont en charge de former, c'est-à-dire nous, vous, de réfléchir justement à ces modalités à la fois pédagogiques dans la transmission, mais d'organisation et surtout d'évaluation. Parce qu'on oublie souvent l'évaluation, mais parfois ce qui pénalise aussi les personnes qui ont des troubles cognitifs quand elles arrivent à s'accrocher et auto-compenser elles-mêmes, alors en récupérant des notes de cours quand elles n'arrivent pas à prendre toutes les notes, à travailler 2 fois ou 3 fois plus que les autres pour pouvoir y arriver. Souvent, la pénalisation, elle arrive au moment de l'évaluation parce qu'en fait, on empêche par l'évaluation de pouvoir exprimer totalement ce qu'on a acquis ou ce qu'on a pu assimiler. Donc il y a toute une réflexion en amont sur l'organisation, pendant les séquences pédagogiques et puis au final sur l'évaluation. Et je pense que pour des professionnels de la formation comme vous, c'est quelque chose dont il faut bien avoir conscience, parce qu'on peut être maltraitant sans le vouloir. C'est le plus souvent comme ça d'ailleurs. Les gens ne font pas exprès de vouloir mettre des gens en situation de souffrance. Mais compte tenu du fait, et nos 2 collègues en sont une des preuves, compte tenu des difficultés parfois qu'il peut y avoir de diagnostic très tardif, il faut toujours présumer du fait que dans nos formations, on peut avoir des gens qui sont avec des difficultés cognitives. Et c'est à partir de leur cas qu'on peut faire, entre guillemets, en faisant des améliorations, on peut les faire, entre guillemets, passer sous le radar, ce qu'on appelle. Mais surtout, on peut amener, je vais en terminer là-dessus, je me tais après, je voudrais insister sur un point très important. C'est que quand on fait des améliorations pédagogiques à partir de ce qu'on relève de l'expérience des troubles cognitifs, finalement, on aide tout le monde. Toutes les études, expériences, tout ce que vous voulez qui ont été faites, quand on met en place des pédagogies plus inclusives, en fait, tout le monde y trouve une plus-value, y compris les gens qui, a priori, ne sont pas comptables de troubles cognitifs. Pour une raison très simple, c'est que vous avez peut-être toutes et tous fait l'expérience, pardon si ce n'est pas le cas, mais peut-être d'avoir déjà bu un verre, d'avoir fait une soirée, allez, même sans boire de verre, une soirée qui s'est un peu terminée tard, ou le lendemain matin on se lève, on est un peu moins en forme. Vous êtes ralenti dans votre vitesse d'exécution, vous êtes un peu confus, vous avez du mal à mobiliser votre mémoire, à mobiliser votre attention. Et en fait, transitoirement, parce que vous êtes un peu fatigué, vous avez été comptable de troubles cognitifs. Voilà. Et donc on voit que quand on améliore sur le plan de l'accessibilité, l'enseignement par des méthodes plus inclusives, en fait finalement on a une plus-value en termes de résultats pour tout le monde. Et c'est ça qui est important à retenir. C'est pas faire du particularisme ou du social pour des catégories de personnes dont on se dit bon, finalement ils ne sont pas si nombreux que ça. En fait ça a une plus-value pour l'ensemble des apprenants. Et c'est bien ça qu'il faut retenir. Alors moi, je rejoins complètement ce discours, bien évidemment, parce que c'est vrai que quand on se pose la question de qu'est-ce qui va être aidant pour un élève qui a ses singularités, des troubles neurodéveloppementaux, ça va nous amener à se poser la question des mécanismes d'apprentissage, des mécanismes d'adaptabilité, des mécanismes psychologiques. Et à partir du moment où on va se poser toutes ces questions, eh bien forcément,
ça va nous amener à avoir des connaissances beaucoup plus larges au service non pas d'un petit nombre, mais d'un plus grand nombre, parce que ça veut dire que nos connaissances professionnelles vont vont être beaucoup plus importantes, beaucoup plus précises, et qui va permettre de nourrir notre réflexion professionnelle pour pouvoir accompagner chacun dans ses besoins particuliers. Donc c'est vrai que je rejoins complètement cette idée parce que j'ai eu l'occasion également d'accompagner des enseignants du lycée et je pense à une de mes collègues qui, parce que son fils était concerné par un trouble dysexécutif, se disait bah oui, mais elle ne comprenait pas son fils. Donc, l'ayant accompagné, on a travaillé ensemble parce que effectivement, c'est aussi de travailler avec les parents et jamais sans les parents. Parce que même s'ils ont 18 ans, ils veulent être autonomes, certes, mais ils ne peuvent pas l'être complètement. Et on voit bien pourquoi. Et dans ce cas-là, donc la maman était à ses côtés, professeure de français. Donc ça veut dire qu'on a cheminé ensemble, qu'on a pris un temps de formation ensemble et qu'elle a transféré ce qu'elle a compris et des connaissances qu'elle a acquises dans sa classe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a des classes de seconde plutôt et qu'elle va proposer une pédagogie plutôt universelle, c'est-à-dire qu'elle a compris les besoins spécifiques de certains, elle va proposer des supports déjà adaptés qui sont à mon avis déjà la base pour pouvoir accéder aux connaissances. Et en fait, elle propose à chacun. Est-ce que toi, tu as besoin de ça? De quoi tu as besoin? Il y a 4 supports. Lequel est plus adapté pour toi? Et en fait, elle ne fait pas de distinction. Comme ça, chacun va venir prendre ce dont il a besoin et elle va avancer comme ça au fur et à mesure. Et simplement de prendre en considération ses élèves avec leurs besoins, elle me partageait le fait que c'est la première année de sa carrière qu'en fait, elle n'a pas de difficultés comportementales. Parce que chacun est entendu dans ses besoins et est reconnu simplement pour ce qu'il est, avec ce qu'il a et ses compétences. Donc c'est vrai qu'elle me disait, je ne comprenais pas complètement ce que tu me racontais. Elle me dit, maintenant j'ai compris. Et elle me dit, je le vois aujourd'hui en classe. Donc finalement, l'intérêt qu'elle a porté à comprendre ce qui se passait de façon invisible, comme le disait mon collègue, parce que ça ne se voit pas, effectivement, aujourd'hui, c'est au service de tous ses élèves parce qu'elle a beaucoup mieux compris les mécanismes d'apprentissage. Et les mécanismes d'apprentissage, ce n'est pas juste à l'école, c'est dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment dans tous les domaines de vie. Oui, je voudrais rajouter quelque chose parce que j'ai l'habitude de faire des formations pour des enseignants et souvent j'ai une remarque en me disant vous êtes bien gentil avec votre discours, ça a l'air super, on fait de l'enseignement, de la pédagogie inclusive universelle, mais alors le coût d'entrée pour transformer nos anciennes pratiques, il est énorme. Moi, j'ai pas le temps au quotidien de transformer. Comment je sais, comment j'apprends pour le faire Je voudrais préciser quelque chose, c'est que effectivement, on va pas se mentir, il y a un petit coût d'entrée pour savoir comment on fait, et puis pour se caler, parce qu'il n'y a pas une méthode unique, il y a des recommandations, des outils, des techniques, et après chaque enseignant de toute façon fait cours différemment, il l'adapte comme il veut. Mais une fois qu'on a passé ce petit cap, je voudrais insister sur une chose très précise, c'est que c'est nettement plus intéressant en tant que formateur ou enseignant de faire cours de cette manière-là ou de transmettre de cette manière-là que, entre guillemets, à l'ancienne. Pour plusieurs raisons. Vous sentez tout de suite qu'il y a une attention et une accroche en face qui est beaucoup plus intéressante. Pour un enseignant, il n'y a rien de pire que de voir des gens qui s'emmerdent au possible en faisant un cours assommant, mortel. Ça n'arrive plus, ça, quand on fait quand on met en place ce type de pédagogie. Donc on a tout de suite entre guillemets, le retour sur investissement parce qu'on gagne en confort d'apprentissage. Et puis quand on est formateur ou enseignant et qu'on aime transmettre, c'est quand même beaucoup plus sympa de voir que ce qu'on est en train de faire a une réception qui est importante. En termes d'identité professionnelle, on est plus satisfait de soi parce qu'on voit que ce qu'on fait sert à quelque chose. Donc on en a aussi une rétribution symbolique ou directe qui est plus importante. Et puis notre métier regagne du sens en faisant ça. Ce
qu'il n'y a rien de pire non plus qu'une espèce de séparation entre apprenants et formateurs. Là, on recrée un lien qui est beaucoup plus direct par la pédagogie dans ce sens-là. Et là aussi, on y gagne en termes de plus-value professionnelle, en termes de confort. Donc vraiment, je voudrais que vous repartiez avec ce message que non, ce n'est pas un Everest à franchir ou une difficulté, parce qu'il va falloir tout changer. Ils sont bien gentils, là, les deux à nous donner des leçons, mais en fait, au concret, moi, comment je fais, j'ai pas le temps. Quand on passe cette petite barrière, je vous assure qu'on y gagne une plus-value derrière qui est beaucoup plus importante que les efforts qu'on a pu consacrer au départ pour transmettre autrement. Alors c'est vrai que quand on est formateur, ou en tout cas dans la transmission, c'est vrai que de voir la réussite et simplement les yeux s'éclairer de nos élèves et de nos stagiaires. Hier, j'avais une collégienne et on travaillait de façon très basique sur les nombres décimaux et multiplier les nombres décimaux par 10, multiplié par 0,01. Elle a une dyscalculie. Et d'un seul coup, on voit ses yeux qui s'illuminent. Elle me dit « Je crois que j'ai compris ». Et là, effectivement, ça donne une autre relation, une autre dimension, parce que de lui avoir proposé une façon d'entrer dans cette didactique des mathématiques, eh bien là, elle a eu le sentiment elle-même d'être compétente et finalement d'avoir été nourrie non seulement intellectuellement, cognitivement, mais aussi individuellement. Parce que là, elle a nourri son sentiment de compétence. Elle qui était arrivée en 6e en me disant « Non mais moi les maths, c'est pas la peine, ça me donne de l'urticaire, je vais pas y arriver ». Et aujourd'hui, elle comprend que petit à petit, elle peut le faire, mais en passant par des chemins de traverse et autrement, en effet. Alors, on a touché du doigt la question des ressources. On a largement aussi parlé des difficultés, mais là, je voudrais revenir sur la question des ressources. Qu'est-ce que... Et il y a le temps est plus ou moins bien réparti, on a vu, entre nos deux canapés. Mais qu'est-ce que, individuellement, vous avez pris comme ressources? Qu'est-ce qui a été aidant pour vous pour faire face à des difficultés que vous avez pu éprouver, alors que ce soit dans les études, dans la vie professionnelle, plus pour Carole, ou dans la vie de tous les jours? Dans les études, j'ai trouvé plein de ressources malgré moi, comme j'ai pu. Comment ? Non, en fait, mon diagnostic a été posé à 48 ans, donc il y a quelques années déjà. Mais avant, non, ma scolarité, je l'ai faite. J'ai souvent été malmenée par mes profs parce que on me mettait bloquée contre un mur avec ma table parce que j'étais un peu dispersée. De temps en temps, je me levais, j'avais besoin. J'étais pas bien en fait, et on mettait ça sur le compte que je savais pas me concentrer, que j'étais un peu, que je faisais des crises de colère, des choses comme ça. Donc du coup, on me mettait dans un coin. Donc j'ai passé déjà ma primaire, c'est la primaire, les petites écoles, devant un mur, voilà. Et après, après, je me suis débrouillée, mais là maintenant que je connais, je sais par exemple quand je travaille. Il y a des fois où je peux toujours compenser ce que disait tout à l'heure mon collègue, c'est-à-dire qu'on peut compenser, les femmes, on a appris à compenser, à parader. Par contre, il y a des moments où je ne peux plus. Je suis extrêmement épuisée, ce qui fait qu'il peut m'arriver, si vous venez me voir dans mon bureau, ça c'était venu, que j'ai un casque qui enlève le son, qui me met vraiment à part. J'ai besoin de ça, j'ai besoin dans ces moments-là de me retrouver vraiment dans un environnement calme. J'ai la chance d'apprendre assez vite les choses, mais j'ai besoin de le faire en monotâche, c'est-à-dire ne pas m'embêter, laissez-moi me concentrer. Et parfois, du coup, ce que je mets en ressources, c'est ça, principalement mon casque. Des endroits où c'est que je vais me ressourcer vraiment à part sans qu'il y ait de bruit. C'est principalement le bruit, la lumière, les gens qui m'agressent. C'est pas très cool, mais en gros,
leur énergie déjà m'agresse en fait. Donc voilà, et toutes les ressources que j'ai mises, c'est ça principalement, de me mettre un peu en retrait et de compenser comme ça. Et après, toutes les différences que j'ai, notamment avec mon premier degré où je prends pas mal de choses, je travaille beaucoup l'humour en fait. Alors même en formation, je fais pas mal d'humour. Toi, tu dis par exemple, je viens de mettre le doigt sur quelque chose, ben voilà, nous on met vraiment le doigt là, je ne sais pas où, mais du coup il fallait dire où. Mais concrètement, on est toujours, voilà, toujours en mouvement, on va rire de pas mal de choses. Mais je me mets un casque. Moi j'ai un casque anti-bruit. Moi, j'ai juste une question. Donc là, du coup, on est toujours. La question, c'est qu'est-ce qui m'aide au quotidien, ou alors on est passé à la question que peut-on attendre de l'encadrement des accompagnements face aux besoins exprimés ou non, parce que je sais pas si on a pris du retard. Peut-être toi individuellement, ce qui a fait ressource et ce qui a été un levier d'action pour faire face à ces difficultés-là. Et tu peux faire le lien du coup avec l'environnement, peut-être ce que tu es allé chercher dans l'environnement pour. D'accord, parce qu'en termes de temps, je sais pas. Enfin, moi, il y a des choses que j'aurais voulu effectivement que j'avais préparées par rapport aux questions. Donc là, je sais pas combien de temps il nous reste et est-ce qu'on peut se permettre de. Il nous reste une vingtaine de minutes avant de passer aux questions. 27 minutes. Ok. Bah. Écoutez, moi franchement, je voudrais juste passer quelques messages. En plus, ça va aller vite parce que j'ai préparé certaines choses. Mais j'aurais voulu, personnellement, ça va se recouper un peu, mais moi, par rapport à parce que bon, vous êtes quand même des référents handicap, donc moi j'avais quand même envie de vous faire un retour sur ce qu'on peut attendre de l'encadrement, des accompagnements face aux besoins exprimés. Enfin, déjà, je voulais déjà saluer ma référente pédagogique, Madame Nathalie Lefebvre, qui est ici, qui est présente dans cette salle avec nous, parce que bon, elle fait partie des personnes qui m'ont donné ma chance, parce que bon, je veux quand même le rappeler. Je fais un cursus du social et j'ai de l'autisme, et beaucoup de personnes m'ont fait remarquer que c'était deux choses incompatibles. Donc voilà, je reconnais que d'accepter d'accompagner une personne avec un handicap, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça peut constituer, pour certains, paraît risqué, mais je pense que voilà, sans elle, je n'aurais pas pu être là devant vous pour témoigner. Donc voilà, déjà, je tenais à la remercier. Merci Nathalie. Moi, il y a certains points qui, je pense, que vous devrez avoir en tête quand vous accompagnez quelqu'un qui a un handicap, mais aussi dans le cas du trouble du TSA. Donc, c'est mon point de vue, hein, mais selon moi, pour tout référent handicap, déjà doit avoir la flexibilité. Donc là, par exemple, pour le STS, je les remercie beaucoup pour leur flexibilité parce que, pour vous restituer le contexte, moi je sors du CLRP, Centre Lillois de réadaptation professionnelle. J'ai fait un stage de 7 mois dans l'association HSO d'abord jeune pour vérifier que mon handicap était compatible avec la formation d'éducateur spécialisé. Je me suis vraiment démené comme un diable pour trouver un logement parce qu'avant j'étais de Normandie, mais j'ai été accepté sur le dispositif passeport professionnel Asperger du CLRP à Lille. Il a fallu que je trouve un financement de 15 000 € pour nécessaire à mes 3 ans de formation d'éducateur spécialisé parce que dû à mon âge, je ne rentrais pas dans les financements de la région. Donc j'ai réussi à avoir un financement à GFIP. Mais voilà, ça vraiment n'a pas été facile. Et donc, là, j'ai donc à un moment donné, j'ai postulé un centre de formation pour travailleurs sociaux. Donc, je ne peux pas dire le nom, donc je ne dirai pas le nom. Mais en tout cas, ils m'ont refusé de rentrer car le financement de ma formation à GFIP tombait 25 jours après la rentrée officielle. Donc la raison qu'ils m'ont donnée, c'était que c'est une institution qui fonctionne avec des règles et qu'on ne peut pas déroger aux règles. Ils m'ont dit qu'en plus, que s'il leur arrivait quelque chose, c'était de leur responsabilité. Voilà, faire une rentrée de 25 jours après la rentrée officielle, c'était difficilement rattrapable pour eux. Bon, personnellement, quand ils m'ont dit ça, moi je l'ai pris avec beaucoup de violence. Parce que je me suis dit, voilà, des personnes en situation de handicap comme moi, aussi motivées que moi pour faire cette formation, ils ne doivent pas en avoir tous les jours. Ils me refusaient l'entrée à quelques jours. Moi, j'ai trouvé ça personnellement dégueulasse. Donc, dans ce genre de situation, ce que je conseille aux référents handicap, de mon point de vue, c'est qu'il faut faire preuve de jurisprudence. C'est comme dans les structures judiciaires, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la loi comme support et s'adapter en fonction de la situation. Donc moi, je pense que le STS a une réponse très appropriée face à ma situation. Il m'a autorisé à faire ma rentrée comme tout le monde.
Même si mon financement tombait environ un mois après la rentrée, ils savaient que de toute façon que j'allais pas être en stage, donc voilà, j'ai pu faire ma rentrée, j'ai eu des cours, mon financement il est tombé un mois à GFIP et voilà. Mais donc la deuxième chose que j'aimerais que vous compreniez aussi, c'est la disponibilité. C'est très important au sens où un autre point qui est directement accordé à Nathalie Lefebvre, c'est que elle nous a toujours dit voilà, moi je suis disponible s'il y a le moindre souci. Enfin, c'est con, mais pendant les vacances d'été, nous, le centre ferme, mais nous, les stagiaires, on est sur le terrain. Et beaucoup d'entre nous sont en difficulté. Donc Nathalie, elle a laissé son numéro de téléphone professionnel pour qu'on puisse la contacter au cas de besoin. Donc, bon, après, bien sûr, il y avait des conditions. Il fallait qu'on lui envoie un SMS pour essayer de trouver un créneau si l'appel téléphonique était nécessaire. Moi et mes camarades, on ne l'a pas forcément utilisé, on ne l'a pas forcément contacté, mais le simple fait de savoir qu'on pouvait contacter Nathalie en cas de problème, ça nous rassurait. C'est un message très fort. Donc après, je ne demande pas à tous les référents handicap ici de ne pas être disponibles pendant leurs vacances, parce que selon moi, pour être un bon référent handicap, il faut que les personnes que vous accompagnez vous fassent confiance. Pour qu'ils vous fassent confiance, il faut que vous soyez là quand ils auront besoin de vous. Et si vous ne le faites pas, vous risquez de les perdre. Bon, après, je vais parler juste de quelques axes d'amélioration dans le handicap qui pourraient intéresser le STS. Donc, j'ai eu l'accord de Nathalie, puis de toute façon, si j'ai un partiel de politique sociale demain, tu pourras me saquer à ce moment-là si tu veux. Mais j'ai vraiment envie que vous compreniez que le poste de référent handicap, enfin l'identification du poste de référent handicap et l'identification exacte de ce que vous entendez par handicap n'est pas forcément évidente. Et là, je ne vais pas parler seulement de mon cas, je vais parler aussi de la part d'autres étudiants. Alors Nathalie, tu vas rire, mais jusqu'aujourd'hui, j'avais complètement oublié que tu étais la référente handicap de l'ESTS. La raison est simple, quand tu écris tes mails, tu signes en tant que référente pédagogique, tu ne signes pas en tant que référent handicap. Quand tu te présentes systématiquement comme référente handicap, mais des fois tu oublies de te présenter comme... tu dis que tu te présentes comme référente pédagogique, mais tu oublies de te présenter comme référente handicap. Et même ce matin, à un moment donné, on a eu une séance sur le handicap, j'ai parlé de mon parcours devant la classe, et quand j'avais posé la question, mais du coup, vous savez, c'est qui la référente handicap du centre de formation ? Personne, à part une autre élève et moi, personne ne savait que c'était toi, en fait. Et après, vous allez me dire, ouais, bon, qu'est-ce que ça change ? Si les élèves ont vraiment envie de savoir s'il y a un référent handicap dans l'établissement, ils vont se renseigner. Alors déjà, sachez qu'il n'y a pas de référent handicap dans toutes les structures. Dans mon institut de formation en soins infirmiers en Normandie, il n'y en avait pas. Alors, petite blague, de toute façon, le référent handicap, c'est comme le liquide vaisselle de la cafétéria de l'ESTS. S'il n'y a personne pour vous dire qu'il est planqué quelque part, tout le monde ignore son existence. Donc pour moi, pour être référent handicap, c'est pas juste un truc qu'on annonce en début d'année, comme un post-it qu'on aurait sur l'épaule et qu'on ne doit plus parler après. Ça doit vraiment faire partie de votre identité au quotidien. Il faut le rappeler sans cesse et le répéter pour que les personnes se souviennent de vous dans ce rôle-là et qu'ils puissent s'adresser à vous quand le moment viendra. Selon moi, le mot référent handicap signifie que vous devez être la référence dès qu'il est question de handicap de votre institution. Votre présence ne doit pas être optionnelle et ça, vos collègues doivent aussi l'intégrer aussi. Je vais vous donner un exemple. Dans le centre de formation dont je ne dois toujours pas dire le nom, j'ai rencontré la directrice de l'école pour qu'on puisse parler de ma potentielle rentrée dans ce centre de formation. J'ai demandé pendant l'entretien si, du fait de ma situation de personne avec la RQTH et de mon financement à GFIP, le référent handicap allait venir à cet entretien. Et là, elle m'a répondu « Ah ouais, c'est vrai que ça aurait été une bonne idée ». Donc du coup, à ce moment-là, j'ai eu l'impression que la présence des référents handicap était optionnelle. Parfois, on les tient au courant et parfois, on ne les tient pas au courant. Et moi, je penserais personnellement que dès que la question du handicap est impliquée dans une situation, la présence du référent doit être systématique. Je précise que ça n'a rien à voir avec la confiance que vous avez accordée à vos collègues. Vous pouvez aussi vous dire « j'ai entièrement confiance en mes collègues. S'il y a besoin de moi pour une situation impliquant le handicap, ils vont forcément venir me chercher ». Mais pour eux, le contexte de votre intervention et même la définition que vos collègues se font du handicap n'est pas claire. Si elle n'est pas claire, comment vous voulez qu'ils viennent vous chercher ? Je vais vous illustrer mon propos par deux situations, mais d'abord, je vais vous poser une question. Moi, j'ai deux camarades dans mon centre de formation qui souffrent d'addiction et qui sont en difficulté dans leurs études. Donc moi, je vous pose la question à tous. Est-ce que l'addiction est un handicap ? Est-ce que si un de vos collègues vous orientez une personne souffrant d'addiction, vous l'accepteriez ou vous direz que ce n'est pas de votre ressort ? Je vais vous donner deux autres exemples dans la même thématique de situation sur qui vous prenez en charge et qui vous prenez pas en charge. Parce que, pour vous resituer le contexte, je suis dans la cour de mon centre de formation, on est à la pause café, je parle des aménagements que j'ai mis au quotidien
sur le stage avec mon formateur référent. Et là, il y a une camarade qui vient me voir et qui me fait « Mais toi, de toute façon, Elliot, toi, tu as la voix royale. » Je me retourne vers elle et je lui dis que je ne comprends pas trop ce qu'elle voulait dire par là. Et elle m'explique que moi, Elliot Biller, j'avais le Saint Graal que représente la RQTH, reconnaissance qualité travailleur handicapé. C'est-à-dire que cette reconnaissance que j'ai eue de la part de la MDPH, elle me dit qu'elle elle souffrait de phobie scolaire, mais comme elle n'a pas été officiellement reconnue, elle ne pouvait pas obtenir des aménagements selon elle. Et quelques mois plus tard, elle a arrêté sa formation d'éducateur spécialisé. J'ai un autre exemple, n'hésite pas à me... si jamais... j'ai une amie qui était étudiante, monitrice, éducatrice à l'ESTS. Elle souffrait de dépression et je suis allé plusieurs fois lui rendre visite en hôpital psychiatrique. Elle a parlé de ses difficultés à son professeur référent, mais à aucun moment cet élève a pensé qu'elle pouvait être en situation de handicap. Mon amie n'a pas pu passer en année supérieure parce qu'elle a raté beaucoup trop de jours de cours, ce qui est tout à fait normal quand on suit n'importe quel cursus de formation. Cependant, mon amie, elle était persuadée aujourd'hui que si on lui a demandé de redoubler, c'est parce qu'on a su qu'elle était passée en hôpital psychiatrique. Donc je vous pose la question aujourd'hui à tous, vous qui êtes référent handicap, est-ce qu'un référent handicap ne prend en charge que les élèves qui ont clairement été diagnostiqués en situation de handicap ? Est-ce qu'un référent handicap n'accompagne que des usagers qui ont des besoins exprimés ou devrait-il aussi aller vers des usagers qui n'ont pas de diagnostic précis, dont les besoins ne sont peut-être pas encore exprimés, mais qui sont clairement en situation de difficulté ? Alors je sais que votre rôle n'est pas facile, c'est-à-dire qu'effectivement, vous n'allez pas dire « Ah, je suis référent handicap, tu as des difficultés ». Non, mais disons qu'après, des fois, rien que de dire que la porte est ouverte, que les personnes peuvent venir vous voir au cas où, c'est un gain de temps énorme. Et puis il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Quand il y a des gens que vous apprenez qui dorment en cours ou qui ont systématiquement du retard, qui ont des difficultés dans des épreuves, qui ont il y a des choses, il y a des difficultés que vous pouvez capter et vous pouvez vous approcher d'eux et essayer de voir s'il n'y a pas moyen de choper des trucs, de détecter s'il n'y a pas un souci, quoi. Donc par rapport à ça, je pense que c'est important qu'il faut que vous expliquiez aux usagers que vous accompagnez, à vos collègues, à quel moment votre présence est indispensable, à quel moment vous devez intervenir, à quel moment vos collègues doivent impérativement venir vous chercher. Et si vos collègues ne le font pas, il faut aller gentiment les engueuler. Il faut aller les engueuler gentiment, pardon. Si vous ne le faites pas, déjà de 1, on oublie que vous existez, et 2, il y a plein de choses qui vont se passer sans vous, sans que vous soyez au courant. Et vous courez de perdre les personnes que vous accompagnez. Alors, désolé, j'ai 2 petits points, si ça ne dérange pas. Je me grouille. Ils sont petits, en fait, ça va. Après, je me suis dit, en face, ça a pris un peu de temps de parole, donc ça va, j'ai encore... je me sens moins coupable, parce que tout à l'heure, je me suis dit, oh là là, j'espère que je ne vais pas... Mais là, c'est bon, il a ouvert la voie, je vais pouvoir y aller. Non, ça va, j'en ai pas pour long. Il y a aussi la légitimité dans les aménagements. Alors tout à l'heure, ça parlait d'aménagement, mais moi, sachez que je n'ai accepté des aménagements dans le cadre de ma scolarité que cette année, quand je suis arrivé à l'ESTS. Vous savez pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été dans une classe avec une personne en situation de handicap. Donc ça regroupait ce qu'on disait, le fait des aménagements, la légitimité, l'identification. Et c'est en discutant avec une élève de ma classe qui est dyslexique, qui elle avait des aménagements, que je me suis dit mais moi aussi en fait je pourrais avoir le droit à des aménagements. Alors de manière générale, chaque fois que je passe des examens, moi j'ai beaucoup de mal à synthétiser mes écrits parce que je rentre trop dans le détail, parce que j'ai du mal à organiser mon temps, merci les troubles de l'attention et mon anxiété chronique. Cependant, moi j'ai eu mon bac S avec mention bien, je suis arrivé 423e en concours de médecine, et donc du coup je me suis dit jusque-là j'ai jamais eu besoin d'aménagement, ça n'aurait aucun sens que j'en demande maintenant, si. Mais là, je vais retourner sur la thématique que disait l'autre canapé tout à l'heure. Ma camarade m'a expliqué que je n'étais pas obligé de souffrir à chaque fois que je passais un examen. Sauf que comme personne ne m'avait jamais dit que j'avais le droit d'en avoir et que je n'avais jamais rencontré de personnes avec les mêmes difficultés que moi, je ne me suis jamais senti légitime. La première fois que je me suis dit des aménagements, même moi, je me suis dit... Mais c'est trop facile. Je suis tellement habitué à y galérer, j'ai l'impression que c'est pas normal qu'on facilite la tâche en fait. À un moment donné, je me suis pas. Voilà. Donc en tant que référent handicap, ayez toujours conscience que les usagers ne se saisiront pas automatiquement des outils qui existent. Si vous repérez des usagers qui sont en difficulté, il faut aller vers eux et il faut leur dire qu'ils ont des droits, que c'est possible de faire les choses sans que ça soit une épreuve pour eux. Et le dernier point, et après j'arrête sur ça, mais
Ça, c'est un point que je voulais vraiment aborder. C'est un truc que j'ai remarqué. Alors, c'est accompagner des personnes avec un handicap et travailler avec des personnes avec un handicap, c'est pas du tout pareil. De mon expérience dans le social et dans l'aspect médical, parce que moi, j'ai été des deux côtés de la barrière, j'ai appris que voilà, des fois, c'est accompagner des personnes en situation de handicap. C'était une chose, mais j'ai constaté que j'avais des collègues qui étaient mal à l'aise de travailler avec des personnes en situation de handicap. Je ne sais pas si les gens sont à l'aise ici ou connaissent le terme de médiateur santé-pair. Mais en gros, les médiateurs santé-pair, il y en a plusieurs à Lille. C'est des personnes qui utilisent, notamment dans le milieu de handicap psychique, qui utilisent leur vécu. Maintenant, il y a des formations diplômantes. Il me semble que maintenant, il y a une licence au niveau de l'Université de Paris Diderot, mais pour ceux qui sont de l'Université Paris Diderot, mais pour ceux qui sont intéressés, j'ai un document qui explique très bien ce que c'est. Mais en tout cas, c'est une formation diplômante qui fait que la personne est formée pour utiliser son vécu de handicap psychique et aussi bientôt trouve le neuronal pour aider les personnes qui les accompagnent de manière appropriée. Et voilà, et donc du coup, il y a beaucoup donc les médiateurs santé-pair m'ont dit que certains de leurs collègues remettaient en cause leur légitimité. D'autres m'ont même dit que c'était compliqué que quelqu'un qui s'est spécialisé dans son handicap fasse des retours à d'autres collègues. Enfin, ça relève pas le truc. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus, mais voilà. Il nous reste à peu près 10 minutes avant de clôturer cette table ronde. Je vais générer des frustrations, mais nous n'aborderons pas toutes les questions qu'on avait prévues. On en a fait 30%, je pense. Toujours est-il que vous avez peut-être, tout ce que vous avez entendu, peut-être générer quelques questionnements. On peut vous laisser le micro, si vous le souhaitez. Sinon, on a des questions en rab pour poursuivre. Par rapport à ce que vous avez dit dans votre travail à Sciences Po, c'était à partir du moment où vous détectez une situation de difficulté chez un apprenant, comment vous faites le lien avec l'extérieur pour que cette personne puisse être accompagnée pour un diagnostic ? Parce que parfois le jeune est tout seul, les parents, il n'a jamais été diagnostiqué, les parents sont peut-être dans un déni ou je sais, et quelquefois la personne elle est assez seule et c'est assez compliqué le parcours pour l'emmener vers l'extérieur parce qu'il faut arriver aussi à du diagnostic, à une reconnaissance peut-être d'un handicap auprès de la MDPH. Et parfois, justement, quand on détecte quelque chose, mais on n'est nous-mêmes pas médecins, on ne peut pas se permettre de... Voilà. Il y a toute cette jonction avec l'extérieur, parfois c'est extrêmement difficile. Alors déjà, pour nous, il y a une responsabilité d'information. Alors comme vous l'avez dit, moi je suis pas un professionnel de santé. Enfin, j'ai été formé sur ces questions-là, mais par des médecins, mais je suis pas un professionnel de santé. Donc nous, notre travail, c'est ce que j'appelle moi un rôle d'aiguillage. Donc un rôle d'information. Alors souvent l'information, c'est pas je donne l'info, je donne une plaquette ou j'explique et puis après on n'en parle plus. Souvent les étudiants, on a un dialogue avec eux sur plusieurs années, tout le long de la scolarité, notamment sur la question de la RQTH, parce qu'à un moment on va se poser la question du stage, notamment nous, soit ils sont en apprentissage la dernière année ou ils ont un stage de fin d'études qui est long, qui fait au moins 6 mois. Donc là peut se poser la question en milieu professionnel d'avoir une RQTH. Alors pour l'essentiel des étudiants que moi j'accompagne, la RQTH n'est pas utile. Par rapport au degré de handicap entre guillemets qu'ils peuvent avoir, mais ça m'arrive très régulièrement d'avoir des étudiants pour qui la question se pose véritablement, donc il y a tout un travail, notamment, alors moi c'est un petit peu particulier parce que j'ai quand même des étudiants qui sont à très haut niveau d'études et qui ont parfois beaucoup de mal avec tout le vocabulaire du handicap. Donc il y a un travail de conviction, de pédagogie à faire autour de ça, en tout cas d'information de tous les dispositifs qui existent. Sur le métropole lilloise, il y en a énormément des dispositifs. Ça, on les renseigne là-dessus. Sur la question du diagnostic, alors le diagnostic chez les adultes, il est compliqué pour certains types de handicap cognitifs. Alors pour les TSA, c'est plus simple. Pour d'autres, comme le TDAH, même les médecins entre eux ne sont pas d'accord sur la pertinence et la validité des grilles d'évaluation du TDAH chez l'adulte.
On renseigne, on peut le faire soit à titre privé, mais ça coûte un peu cher. Certains estiment que de toute façon ça leur sert pas, puisqu'ils n'ont pas besoin qu'on leur mette justement l'étiquette sur la case. Et que c'est une nouvelle approche d'ailleurs que déproche la MGEN, qui fait un travail, je dois leur dire, c'est pas un cocorico pour le milieu des enseignants, mais la MGEN fait un travail très intéressant et investit beaucoup là-dedans. Et notamment, la MGEN a développé toute une approche avec une équipe du CHU de Lille qui travaille sur justement les troubles cognitifs, sur l'approche par les besoins, où à la limite, il n'y a même plus besoin, on ne nomme plus nécessairement le handicap ou le trouble, mais on part de la personne, de ses besoins spécifiques à elle, et on travaille en accompagnement par des neuropsychologues notamment sur ce qu'ils ont effectivement besoin. Donc c'est une approche qui me semble aussi intéressante pour certains types de profils, de ne pas forcément nommer, mais de partir de leurs difficultés et de résoudre les problèmes autour des difficultés. Voilà. Donc on est plutôt là pour accompagner vers la solution. D'abord expliquer qu'elle existe, faire de la pédagogie aussi de cette solution, mais après nous ils sont majeurs, donc moi si un étudiant au bout d'un moment me dit mais moi je veux pas me faire diagnostiquer, je m'en fiche, et que avec votre aide à vous et puis je vois une psy à l'extérieur, moi ça me suffit pour être bien, j'ai pas besoin nécessairement d'avoir le label ou d'avoir donc en fait on s'adapte à chaque situation, quoi. Donc pardon pour cette réponse qui est du coup mais voilà. J'ai une question par rapport aux méthodes d'enseignement. D'après vous, qu'est-ce qui explique que les méthodes d'enseignement d'hier sont quasiment identiques, malheureusement, même si ça bouge un peu, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de méthodes qui ne changent pas en fait. Donc qu'est-ce qui explique que les méthodes d'enseignement d'hier sont quasiment identiques à celles d'aujourd'hui, et quid de ce qui se passera finalement demain? Il y a de plus en plus, on voit qu'il y a de plus en plus de numérique aussi qui intervient. Alors moi j'ai eu la chance donc d'enseigner dans l'éducation nationale. J'ai aussi, en attendant une disponibilité prochaine, je travaille dans un centre de formation. Et donc, de ce fait-là, j'ai cette casquette à la fois d'enseignante et de formatrice et de référente handicap. Et je me suis effectivement très vite aperçue que, en fait, les méthodes d'enseignement, elles ont vraiment du mal à changer, énormément de mal à changer. Est-ce qu'il ne faudrait presque pas rendre obligatoire des sessions de formation pour intégrer la question du handicap? Alors, il y a deux phénomènes là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène professionnel, mais il y a un côté humain aussi. Et c'est inhérent finalement à un fonctionnement cognitif, c'est-à-dire que le changement, on sait tous que le changement est aussi une difficulté en soi, que ce soit personnel ou professionnel, parce que ça veut dire accepter de lâcher ce que l'on sait, aller vers de l'inconnu et accepter de manœuvrer avec, quelque part, des repères qui ne sont plus les mêmes. Donc ça veut dire que c'est difficile, déjà, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, mais dans un autre domaine professionnel aussi. Ça veut dire qu'en tant qu'individu, si on se sent compétent professionnellement, c'est qu'on a des connaissances. Et là, ça veut dire qu'on lâche nos connaissances pour dire que, non, là, on accepte de ne pas savoir et d'aller vers un champ qui effectivement est inconnu. Et quand on est enseignant, pour l'être depuis un certain nombre d'années et être face à mes collègues, ça c'est difficile parce que la posture de l'enseignant, c'est une posture de sachant. Donc quand on est dans une posture de sachant, donc c'est pas simplement une question de connaissance professionnelle, c'est une question de posture, c'est une question de geste professionnel et c'est une question d'individu aussi, parce que nous sommes avant tout des individus. Donc c'est vrai que c'est pas simple. D'imposer les choses, est-ce que ce serait plus facile? Je ne sais pas. Peut-être que mon collègue chercheur a plus d'éléments là-dessus. Moi, je ne cherche pas sur ces sujets-là. Je fais vraiment de la recherche action. Moi, j'enseigne les relations internationales. Donc, je ne fais pas de recherche fondamentale sur ces questions. Oui, c'est compliqué, mais en même temps, on peut voir toujours le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Les progrès sont très importants quand même en transformation. Alors, même si ça ne va pas assez vite et que la France notamment a pris pas mal de retard par rapport à d'autres pays européens ou ailleurs dans le monde, il y a quand même pas mal de choses qui évoluent. Les classes flexibles, par exemple, ça commence à généraliser un peu. Ouais.
Après, alors moi je suis favorable à ce qu'on rende obligatoire des formations sur la pédagogie inclusive universelle dans les cycles de formation des enseignants à tous les niveaux, y compris dans le supérieur. Il y a quelques universités qui commencent à le faire. C'est le cas de l'université de Lille, par exemple, qui impose pour les nouveaux enseignants entrants d'avoir un module de sensibilisation aux questions du handicap, de violence des VSS. Enfin, c'est plus... Mais ça reste très minimal, ça dure 2 jours, c'est vraiment de la sensibilisation. Pour le coup, il n'y a pas de transmission de contenu pédagogique particulier. Voilà. C'est un... Ce qui est dommage parce que on parlait de souffrance, les méthodes d'enseignement, si elles ne changent pas, ne s'adaptent pas aux personnes en situation de handicap, on l'a très bien dit tout à l'heure, une dimension de souffrance et de maltraitance presque, mais... Alors, ça change avec l'expérience, en fait. C'est que comme il y a de plus en plus de... Enfin, je parle pour l'enseignement supérieur, de gens qui ont des aménagements de scolarité, par l'effet de nombre, beaucoup de collègues sont amenés à se poser des questions, parce qu'avant, pour le dire, c'est le vocabulaire qu'on utilisait, quand on en avait un étudiant en situation de handicap, de temps en temps, on bricolait. Là, par la force du nombre, on ne peut plus bricoler. Donc il y a des transformations plus structurelles qui se mettent en place. Petit à petit, il y a quand même un certain nombre de collègues qui commencent à être un peu sensibilisés à cette question-là, qui voient bien l'intérêt de toute façon de transformer. On fait quand même de plus en plus d'informations, de journées de sensibilisation thématiques. Lors de la semaine du handicap, maintenant, ça s'est imposé pratiquement partout dans les établissements où on fait beaucoup de choses autour de ça. Il y a des référents handicap dans l'université maintenant partout, qui ont des formations soutenues par le ministère, donc qui du coup se font davantage entendre parce que c'est le message qu'on leur fait passer. Et par effet de capillarité, année après année, même si bien sûr le défi reste gigantesque, c'est difficile de faire bouger des grosses institutions. Et par rapport à ce qu'elle disait ma collègue, on touche aussi sur de l'individuel. Donc le changement, il n'est pas que institutionnel, il est aussi à l'échelle de chacun. Donc il faut rester confiant, les choses bougent, voilà. Mais ça ne bouge pas assez vite, c'est surtout ça le problème. Je vais vous proposer de conclure ici notre table ronde. Si les échanges vous ont éveillé à certains besoins, n'hésitez pas à les compléter l'affiche qui est encore disposée avec nos montgolfières. C'est encore libre pour la programmation 2024, donc n'hésitez pas. Moi, je retiens à remercier chaleureusement, donc avec vraiment merci à chacun de... ouais. Merci à tout le monde en tout cas, et après je laisse le temps de publicité. Merci à chacun de vous d'avoir témoigné de à la fois l'expertise que vous pouvez apporter sur ce sujet et ce que vous avez pu renvoyer, Carole Elliott, de votre vécu. C'est assez intrusif comme démarche, mais je trouve que vous avez fait ça brillamment. Donc moi je vous remercie. Et je vais laisser Elliott faire sa petite pub. Au nom des intervenants, je vous remercie aussi parce qu'il y a un défi, vous parliez de comment on fait pour changer. Le défi, c'est de former les formateurs. Donc c'est bien que vous soyez là toutes et tous aujourd'hui pour entendre ce message-là. Alors après, derrière, faire des choses pour acquérir les méthodes, éventuellement amener une démarche de changement dans vos pratiques, mais ça commence déjà par la sensibilisation. Donc c'est déjà bien d'avoir organisé ce temps d'échange en espérant que vous repartiez convaincus qu'il y a des choses à mettre en place. Merci à vous, en effet, parce que c'est vrai qu'il y a les familles, c'est une chose, qui vont accompagner leurs enfants, mais sans des professionnels comme vous, cette partie de chemin personnel, scolaire et professionnel sera bien plus difficile. Donc merci à vous d'avoir été là. Merci aussi de m'avoir accueilli. Moi, je ferai juste de la pub pour 2 livres qui sont très intéressants pour toute personne qui accompagne des personnes avec un handicap psychique et neurodéveloppemental. C'est Des soins porteurs d'espoir en psychiatrie, donc la réhabilitation psychosociale de David Monson et Nicolas Franck. C'est celui-là. Mais surtout, s'il n'y en a qu'un seul que vous devez acheter, c'est Soyez réhab
le guide pratique de la réhabilitation psychosociale de Nicolas Rintaud. Et franchement, c'est un terme, c'est une autre façon de voir la psychiatrie. Ça se base sur d'abord passer par les projets avant la porte des soins. Enfin, c'est une façon d'accompagner ces personnes avec ces troubles qui m'a beaucoup aidé. Moi, je suis un pur produit de la réhabilitation psychosociale. Je sors de l'établissement de santé mentale de la MGEN où toute l'équipe est formée, le psychiatre, le neuropsychologue, etc. Et en gros, ça permet de vraiment, enfin, il faudra juste que vous vous renseigniez sur le terme de réhabilitation psychosociale, mais en gros, ça m'a permis de... je finirai sur cette dernière anecdote. Moi, quand je suis allé voir mon conseiller référent Pôle emploi, enfin, mon conseiller handicap, bref, mon référent Pôle emploi handicap, non, mon conseiller Pôle emploi référent handicap, donc je suis allé le voir, j'ai dit voilà, j'ai un TSA, je veux bosser dans le social. Il m'a rigolé au nez, il m'a dit écoutez, j'ai un tableau de statistiques, vous avez 3 choix. Soit vous vous reconvertissez dans l'informatique, soit dans les espaces verts, soit dans les bibliothèques. J'ai fait bah merde alors, ça va pas trop, ça m'intéresse pas trop, comment je vais faire? Bah, la réhabilitation psychosociale part vraiment des projets de la personne et on met pas dans les cases. Enfin, si vous êtes intéressé, si j'ai intéressé votre intérêt, venez me voir, je vous en parlerai plus, mais je vous conseille vraiment ce bouquin. Donc encore une fois, Soyez réhab de Nicolas Rintaud. Voilà, merci beaucoup.